Bon, Nicolas, j'ai l'impression quand même qu'on peut, à la lecture de votre livre, on peut constater que vous avez vécu un changement de parcours. Les gens qui veulent connaître votre itinéraire liront le livre, mais vous avez changé. Et vous avez changé, semble-t-il, après un long séjour en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous y avez vu? Eh bien, au-delà de mes propres changements, je pense que c'est le monde qui a changé. Et que je n'ai pu constater finalement que ce changement du monde, des situations politiques, des rapports de force, et que j'ai pu constater de là où j'étais, c'est-à-dire en tant que jeune militant nationaliste incarcéré, eh bien l'émergence d'un islamisme criminel et conquérant, et par la suite à ma libération au sein même du mouvement nationaliste dans lequel je militais depuis mes 15 ans et dans lequel je milite toujours, bien que j'entende le réformer d'un point de vue idéologique, l'émergence du wokisme, l'émergence de revendications sociétales complètement délirantes qui, pour le coup, sont totalement antagoniques avec ce qu'est l'essence de l'identité corse qui est censée préserver le nationalisme. Vous dites, et vous tenez beaucoup à cette notion, il faut sortir du tiers-mondisme. Oui. Qu'est-ce que ça signifie exactement? Le tiers-mondisme en Corse a été structurant dans la pensée nationaliste depuis les années 70 et consiste tout simplement à considérer que les Corses sont décolonisés et que par nature, par trajectoire historique, ils se doivent de fraterniser avec tous les peuples du Sud. Alors, c'est évidemment historiquement complètement faux, vous n'êtes pas sans savoir que, à l'apogée de l'Empire colonial en 1934, selon un ouvrage tout à fait passionnant de Maria Marchetti qu'il a publié en 1954, les Corses, qui ne représentaient que 0,7% de la population française, représentaient dans le même temps 25% de l'administration coloniale. Mon propre grand-père a été, avec la moitié de son canton, de sa génération, 15 ans sous-officier dans l'infanterie de marine, dite la coloniale, entre Saïgon et le Maroc. C'est le cas de la plupart des familles rurales en Corse. Par conséquent, le rapport que les Corses ont avec le colonialisme français est un rapport non pas de colonisés et de victimes, mais d'agents du colonialisme. Et par conséquent, c'est très intéressant, on me dira c'est paradoxal. Mais non, c'est ce qui explique le tropisme tiers-mondiste dans le nationalisme corse, qui finalement est la déclinaison d'une culpabilisation profonde, de l'intégration d'une culpabilité qui a opéré lors de la génération 68 arde de nos aînés. Et je pense que, finalement, pour faire écho à la discussion que nous avons concernant la réforme idéologique que nous portons avec le palatinisme au sein du nationalisme corse, eh bien, elle correspond à la fin d'un cycle. Elle correspond à la fin d'un cycle 68 art en Corse qui a généré le tiers-mondisme et qui, finalement, correspond aussi à la fin du même cycle dans le reste de l'Occident, où l'on voit l'émergence d'une lame de fond populiste, identitaire, dans tout l'Occident, et je crois que nous en sommes la voie pour ce qui nous concerne en Corse. Ce tiers-mondisme, il avait négligé l'aspect identitaire, il l'avait même rabroué, condamné? Alors, je ne dirais pas cela, je dirais que le tiers-mondisme, au contraire, était une expression profondément identitaire, mais pour apparaître comme respectable aux yeux de la bien-pensance de gauche qui commençait à s'établir dès les années 60 et les années 70, eh bien, c'est doté d'un apparat langagier, sémantique, correspondant aux luttes anticoloniales et anti-impérialistes. D'autant plus que dans les années 70 et dans les années 60, la population en Corse avait encore en mémoire ce qu'avait été le nationalisme corse initial, historique dans les années 20, extrêmement à droite, pour ne pas dire d'extrême droite, et sans tropisme de langage, en ce que un certain nombre de gens qui ont structuré le nationalisme corse dans les années 20 se sont ensuite investis du côté des perdants de la guerre, notamment aux côtés du fascisme italien. Je parle de gens comme Anton Francesco Filippini, Marco Angeli, des gens qui ont eu des responsabilités tout à fait importantes dans les premiers élans historiques du nationalisme corse. Il y avait donc aussi cette culpabilité, ce goût sulfureux, cette marque d'opprobre qu'il s'agissait finalement d'annihiler, de supprimer, d'écarter en péchant par tropisme gauchisant. Et c'est ce qui a structuré le nationalisme corse, mais pas seulement que le nationalisme corse. On retrouve le même phénomène dans les nationalismes, les autres nationalismes ethnoculturels, comme les Bretons, comme les Alsaciens, qui pour le coup ont très clairement fini avec des uniformes de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est, je pense, une trajectoire historique qui peut s'expliquer de façon globale et en ayant une prise de vue extrêmement large.
pas en se contentant de quelques exemples particuliers, mais vous savez que dans le nationalisme corse, déjà dans les années 60 et 70, figuraient des personnalités tout à fait sulfureuses, telles que Lucien Alphonse, qui a été le fondateur d'Ariti, le grand magazine de l'autonomisme, qui aujourd'hui est sur une ligne écolo, islamo-gauchiste écolo. Et celui qui l'a fondé, Lucien Alphonse, en 1945, était à Sigmaringen avec le maréchal Pétain, et avait été, dès 1943, le responsable du service, excusez du peu, information de la milice française. Voilà. Donc, ce tiers-mondisme véhiculant, portant cette culpabilité, en fait, il est devenu victimaire, finalement. Absolument. Le tiers-mondisme est victimaire dans son essence, mais aujourd'hui est devenu totalement nocif en ce qu'il nous interdit, ou qu'il nous internisait, avant l'émergence du palatinisme qui le remet en cause, il interdisait les nationalistes corses de prendre en compte tous les phénomènes et tous les périls qui émanent précisément des cultures extra-européennes. Le tiers-mondisme, s'identifiant au peuple du Sud, interdit ou interdisait au nationalisme corse d'évoquer la question de l'islam et la question migratoire en provenance du monde arabo-musulman. Et en cela, il est devenu particulièrement, en plus d'être obsolète, particulièrement dangereux en ce qu'il désarme, en quelque sorte, d'un point de vue conceptuel, les Corses face à ce grand péril qui nous menace et qui est évident pour tout le monde. Sortir du tiers-mondisme, la Corse n'est pas une victime. Est-ce qu'aujourd'hui, les Corses se sentent victimes de quelque chose, vous pensez? Je pense que les Corses, globalement, s'ils se sentent victimes de quelque chose, et à raison pour le coup, se sentent victimes de la dépossession, se sentent victimes en effet de flux démographiques qui sont beaucoup trop importants, se sentent victimes globalement de tout ce dont se sentent victimes les peuples européens partout en Europe. Et c'est précisément à partir de ce postulat et de ce constat que nous voulons établir et solidifier un nationalisme corse qui extrait les Corses dans leur combat de ce narratif de peuple du Sud qui est complètement ridicule, pour réancrer la revendication identitaire et nationaliste des Corses sur une base modérée d'un point de vue institutionnel, pour ce qui nous concerne, sur une base autonomiste, et bien dans son véritable espace culturel et politique et historique qu'est la civilisation européenne. Donc en gros, si je comprends bien, vous dites l'urgence en tout cas, et même la nécessité absolue, ça n'est pas l'indépendance, mais c'est retrouver notre identité, nos racines, et finalement préserver notre mode de vie et ce que nous sommes. Eh bien, je règle souvent la question en en posant une. Un certain nombre de contradicteurs dans le nationalisme corse qui, ma foi, peuvent être pour un certain nombre d'entre eux sceptiques vis-à-vis de la réforme que nous menons, au-delà des nombreuses adhésions que nous rencontrons. Et je leur pose la question suivante. Que préfères-tu? Une Corse indépendante avec une majorité de la population arabo-musulmane, la langue corse qui a disparu et le reste de nos côtes qui sont devenus des camps de vacances pour de riches touristes européens, ou une Corse qui n'est pas indépendante, mais qui aura, par l'élan identitaire et les politiques que nous voulons mettre en place, même au sein de la France, en expliquant, en trouvant des alliés, en trouvant des partenaires, qui aura réussi à maintenir une base d'autochtonie extrêmement forte d'un point de vue démographique, qui aura maintenu la transmission de sa langue, qui aura régénéré l'enseignement de son histoire. Et quand on me répond, évidemment, par la deuxième option, eh bien, je démontre à mes contradicteurs qu'ils sont bien plus identitaires qu'indépendantistes. Bientôt approchent les élections européennes pour changer d'échelle. Est-ce que les Corses sont concernés par cette Union européenne qui nous appelle au scrutin? Eh bien, de fait, les Corses sont évidemment concernés par l'Europe et par ses politiques, en ce que, évidemment, ces dernières s'appliquent de façon tout à fait concrète sur le territoire où ils vivent et sur la terre de leurs ancêtres. Moi, je pense que il ne faut pas faire l'économie d'un certain nombre de positionnements très clairs. C'est notre cas. Nous avons, vis-à-vis de Marion Maréchal, qui, en plus d'être une amie à titre personnel, est une femme politique tout à fait brillante, tout à fait talentueuse, et qui, concernant la Corse, a compris la réalité de l'existence d'un peuple à part, que la France n'a pas vocation à faire disparaître, qu'elle a au contraire vocation à défendre dans son substrat identitaire et dans son substrat historique. Elle nous a donné un certain nombre de garanties. Elle a eu des prises de position extrêmement fortes. Elle n'est pas fermée à la question de l'autonomie, si tant est que cette dernière ait des motivations identitaires, évidemment, et pas purement anti-françaises. Elle nous a très clairement dit sa volonté de promouvoir des politiques d'État soutenant la défense de la langue et de la culture corse, et elle nous a proposé ce concept, évidemment, de préférence régionale, que nous pouvons appeler autrement, pour ce qui nous concerne, de corcisation des emplois ou d'accès prioritaire aux Corses au logement et à l'emploi. Dans tous les cas, elle a démontré par ses positionnements politiques
de grandes potentialités de convergence. Et en cela, nous disons très clairement, sans pour autant appeler à voter pour l'heure, mais dans tous les cas, nous affirmons une grande bienveillance et une grande proximité avec les propositions qui sont les siennes. Et ma foi, je pense qu'un certain nombre d'entre nous se dirigeront vers le vote favorable à sa liste de façon tout à fait spontanée et évidente. Merci Nicolas, je suis ravi de vous voir chez l'artilleur et nous aurons un plan intéressant, votre tête exactement sous celle du général Bonaparte au siège de Toulon derrière vous. Les Corses continueront d'étonner le monde.